le terme de crise convient très mal. Parce qu'une crise, ça ne peut être que momentané. Or, là, il ne s'agit pas d'une crise, il s'agit d'une véritable dépression économique, dépression morale, dépression à tous les niveaux. Donc, nous ne sommes pas à affaire avec une crise. Non, mais il faut employer le mot comme il faut, parce que tous les journalistes parlent de crise. Il n'y a pas de crise, quoi. Une crise, c'est très momentané. Une crise de nerfs, c'est momentané. Une dépression nerveuse, c'est très long. On est plutôt en dépression. Voilà. Et là, on en parle jamais. Mais là, les journalistes ont inventé ce mot de crise, et moi, ça m'énerve. Beaucoup de gens parlent de crise, d'ailleurs. Oui, mais la crise, on croit que oui, c'est vite fait, bien fait. Non, pas du tout, quoi. Mais la crise, c'est pas vite fait, bien fait. Et alors, votre rapport à l'astrologie, quel est-il, monsieur? C'est-à-dire Rappelez-moi votre nom, si vous avez un nom. Mon nom, en fait Oui. Jean-Jacques, on va dire Jean-Jacques. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce qu'après ça vous fait penser à l'astrologie? Parce qu'on est quand même dans un... c'est plutôt, on va dire, une partie, c'est mystique, c'est relié au mythe, c'est relié en fait à des connexions qui sont mystérieux, on est déplacé. Qui sont un environnement qui est au-delà, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait ce qui nous relie en fait à des peut-être des réincarnations karmiques. On en sait pourquoi il y a des gens qui... Il y a même des astrologies karmiques, c'est vrai. On ne sait pas, moi je lis beaucoup de... Je suis philosophe, on va dire, en gros, anarchiste, mais un peu philosophe à mes heures. Mais c'est vrai que je m'intéresse aussi au monde, on va dire, qui est traduit différemment. C'est une langue à part entière, en fait. C'est une langue. Voilà, c'est une langue. Alors, Vous la parlez, cette langue? Vous la parlez un petit peu? Vous l'avez apprise? Non, je ne l'ai pas apprise. C'est une langue mythologique. C'est une langue mythologique, voilà. Mais ça, on nous la communique pas à l'école. On nous apprend le latin, on nous apprend l'anglais, mais on nous apprend pas. On vous parle de mythologie quand même. À peine. À l'école. Très peu. Ils veulent pas. La mythologie gréco-latine, et pourtant c'est la nôtre. C'est la Je nôtre. parle même pas de la mythologie indienne. Voilà, la mythologie de l'extrême-orient. C'est énorme. Mais au moins que l'on connaisse la mythologie gréco-latine, c'est la moindre des choses, normalement, dans un véritable enseignement. On n'a pas, on va dire, trouvé la nécessité, parce que ça nous permettrait de résoudre nos problèmes métaphysiques différemment. On aurait comment dirais-je, une base de données qui pourrait nous aider à éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Parce que c'est quand même, depuis la nuit des temps, les mecs, je veux dire, c'est pas né d'hier, l'astrologie, la mythologie et tout, ça fait des milliers d'années qu'il y a des êtres humains qui essaient de s'interroger sur quelle est l'utilité de l'homme sur Terre. Donc vous pensez que la méconnaissance de l'astrologie, c'est une clé qui va nous manquer? Bien sûr, c'est fondamental maintenant pour l'homme contemporain de demain. Mais on est dans l'ère du Verseau et on est vers justement une ouverture d'esprit vers la connaissance d'ordre qui nous détermine. Oui, on devrait avoir une certaine ouverture comme ça, sans pour cela le réduire à un truc qui fait la préline de New Age et compagnie. Mais c'est vrai qu'on devrait quand même se rendre compte que l'astrologie est aussi ce qu'est l'alchimie de la Terre, et donc on est pris en sandwich. On est des êtres pris en sandwich entre le haut et le bas, entre le ciel et entre l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Et donc ce qui compte, c'est l'être. Nous, on est entre les deux. Au milieu. Mais seulement, on est à une époque de société. Consumérisme, matérialiste, où rationaliste. L'avoir est beaucoup plus important que l'être. Bien sûr. Voilà. Non, mais là, on est quatre ici à être, on va dire, un petit peu plus, j'imagine, ouverts par rapport à cette prise de conscience. Sinon, on ne serait pas là en train de dialoguer. On ne serait pas arrivé comme ça. Mais enfin, il y a quand même, vous parlez par exemple de René Guénon. René Guénon, il était très intéressé par ces questions-là, mais il pensait aussi qu'il y avait une décadence de ce savoir. Il y a une décadence par rapport à la C'est-à-dire que vous parlez d'un savoir comme si ce savoir nous était transmis et parvenu intact.
Mais c'est une question qui se pose, de savoir s'il n'a pas lui-même été modifié, perturbé, corrompu. Comme la Bible, Voilà. où elle est controversée. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Giraud? Vous pensez qu'il nous est miraculeusement, il nous est parvenu dans la nuit des temps, exactement sans aucune corruption? Non, mais de toute façon, ce savoir, comme tu dis, le savoir qui devrait être en fait une connaissance. Mais la connaissance, ça va au-delà du savoir. Mais ça va au-delà des apparences. On est dans un monde où il y a une importance du savoir considérable au niveau de l'accumulation des choses que l'on doit apprendre d'une manière mnémotechnique. Mais si on veut se libérer de ce conditionnement, parce que c'est un conditionnement, et à ce moment-là, il peut y avoir une véritable ouverture spirituelle qui, au-delà des religions, heureusement, qui ont beau garder la spiritualité, comme on dit dans Easy Rider, on donne beau garde de joint, ils ont beau garder cette spiritualité. La main sur cette fausse, on va dire, c'est une fausse réalité. La 95-97% de la spiritualité occidentale est, on va dire, manipulée par le judéo-chrétien, tout ce qui est relié à la religion chrétienne et catholique, qui est au jour d'aujourd'hui, je pense, plus adapté aux êtres humains. C'était bon il y a 2000 ans, peut-être pour faire croire aux gens que. Mais aujourd'hui, en 2010. Il n'y a aucune religion, surtout pas les trois religions du livre, qui puisse être adaptée avec quoi que ce soit. Non, par contre, les mystiques des uns ou des autres ont fait péter le cadre des religions, et ça, c'est intéressant. Parce que ils ne se rendaient même pas compte, parce qu'ils sont pas méchants, les mystiques. Ils ne sont pas subversifs. Mais ils ont fait péter le cadre des religions de par leur présence, de par leur expérience. Et en même temps, leur isolement, leur expérience et leur détachement de la religion. Et on va le dire, détachement, mais en même temps, ils ont cartésienne, parce que même la religion. Mais ils ont été mal vus. Bien sûr, ils ont été. Bien sûr. Que ça soit Al-Halaj qui a été brûlé par l'islam. Bien sûr, ils ont tous été que ça a été trucidés. Jacob Böhm par rapport aux protestants et Maître Eckhart par rapport aux catholiques. Maître Eckhart qui disait « Je prie Dieu de me libérer de Dieu ». Mais c'est génial. Je prie Dieu de me libérer de Dieu. Tu te rends compte? Et c'est une phrase de libération extra. Mais la stratégie du choc, c'est marrant parce qu'elle n'est pas uniquement dans le choc financier. Elle est dans le choc, on va dire, intérieur peut-être. Mais oui, ça fait partie de l'expérience intérieure. Voilà, c'est une source, on va dire. C'est du vécu. Voilà. On arrive à un stade, en fait, où on nous parle tellement de l'homme et de la... Qu'est-ce que l'homme, on va dire, fait pour améliorer les conditions de vie de l'homme, de lui-même. On nous rabâche sans arrêt les cartésiens, la méthode cartésienne actuelle, rationnelle, économique, qui est basée sur des chiffres, sur de l'abstrait un peu, puisque des chiffres, c'est de l'abstrait. Ils nous font croire qu'avec, on va dire, des chiffres, des raisons cartésiennes. C'est du matérialisme et enfant. Voilà. Qui n'a rien à voir avec la question de l'être et de la connaissance de soi. Alors que la philosophie ou la métaphysique, je veux dire, il y a des formes d'interprétation humaine quant à ses possibilités de dépasser cette première couche de quelque part presque, on va dire primaire. On est encore à l'heure actuelle, on vit encore comme des primates, même si on a des voitures, même si on a des fusées. Notre cerveau reptilien, il est resté. On voit une femelle, on se dit on va se la sauter. On voit, je veux dire, une nana voit un mec avec de la thune, elle va se dire je vais l'attraper. On est resté comme dans les hommes des cavernes. Alors que quelque part,
il y a quand même eu 3-4 millions d'années qui se sont quand même écoulées. On devrait quand même avoir un temps de recul. Et je trouve que c'est quand même assez inquiétant de voir que l'homme en 2 ou 3 millions d'années, ça n'a pas beaucoup bougé sa vie, ça a pas, il reste... Mais au niveau intellect, au niveau intérieur, ça n'a pas du tout bougé. Alors qu'au niveau extérieur, par contre, ça a beaucoup bougé. Oui, ça fusionne les atomes. Au niveau machiniste. Ça fusionne les atomes, ça recrée la matière. Mais sa matière à lui. De la technologie. Mais ouais, mais la technologie qui est devenue une technocratie. Qui est devenue une technocratie. Attention, là, c'est Big Brother qui est partout. Ouais, Big Brother est partout. Hein, et donc cette progression machiniste des choses, et au niveau matérialiste le plus infâme qui soit, fait partie d'une régression intellectuelle et spirituelle en même temps. Plus on progresse sur un plan matériel, plus on régresse sur un plan spirituel. Ça, c'est horrible. Et quand je parle de non, c'est la réalité, c'est pas horrible, c'est la réalité, c'est la réalité. Regardez, mon pote et moi, dans nos sacs, on a 2 sacs, chacun un sac. Eric a son sac. Moi j'ai mon sac. Je vais aller chercher son sac. Ah. Ouais. Voilà la nouvelle génération. Ah. Tu parlais de la nouvelle technologie. On ne peut pas. Moi j'ai. Vous avez votre portable insupportable, Internet pas net. Là il y en a un. C'est ça? Là il y en a un. Non mais tu parles tu parles de la. Tout ce que j'aime pas est là. Le Big Brother. On peut pas. Tu vois. Et là il y en a 2. Ah ouais. Et voilà. Oui. Sans ça, moi, je peux pas non plus être dans mon réseau. Vous êtes conditionné. Je suis pas conditionné, mais ça, c'est ma... Et vous êtes aussi conditionné que maintenant j'ai envie de pisser, quoi. C'est une façon pour l'homme de s'inscrire dans la nature, ou c'est une façon pour l'homme d'humaniser la nature, c'est-à-dire de la transformer à son image, à lui. Est-ce que c'est l'homme qui se conforme? Moi, j'ai répondu que c'était une fusion de la nature et de l'homme. Parce que moi, je ne travaille pas depuis 20 ans. J'ai cette chance de ne pas être... Je ne travaille pas depuis... J'ai jamais eu de travail. Moi, ça fait 60 ans que je ne travaille pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, j'ai une certaine, on va dire... un certain regard, on va dire... Ne serait-ce écouter un oiseau, quand j'entends un oiseau siffler et tout, je peux être à l'écoute d'un oiseau qui siffle. Bien sûr. Parce que, après tout, j'ai pas d'heure, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de contrainte. Voilà. Donc je suis à l'écoute de tout ce qui... c'est important, ça. Parce que la nature, elle existe. On fait partie de la nature. Mais nous sommes, mais bien sûr, mais nous sommes. La nature vit en nous. L'oiseau qui chante. C'est un écho de nous. C'est dans notre cage thoracique. Bien sûr. Et heureusement, il se libère de Il y a une cette vibration. cage. Donc Il sort de cette cage thoracique. Il y a une vibration. Et quand il est ailleurs, on le ressent encore à l'intérieur. Quand on est à l'écoute, évidemment. Quand on est stressé dans une ville complètement bornée, c'est sûr qu'on ne sait plus quel est le cri de l'oiseau. Voilà. Que là, quand tu es à l'écoute de ça, en fait, tu as en toi, en fait, j'allais dire cette communication, mais c'est pas une communication, mais moi, c'est souvent le matin qui sifflote, en fait. Je suis pas encore réveillé, je me fais réveiller par les sifflements d'oiseaux. Tu habites où alors? Sur le canal du Midi, quoi. Ah oui. Ouais, sur l'eau, etc. T'es quand même à l'écart, quand même. Ah ouais, mais je viens tous les jours en ville, quand même. Et t'as une petite péniche? Bah bien sûr. Ah bon, c'est super ça. Donc c'est le premier contact que j'ai. Non, mais tu sais qu'Alan Watts, qui fut un grand bonhomme de la Beat Generation et d'un certain... Il vivait dans une péniche. Il avait une bibliothèque de milliers de livres dans sa péniche. Il a vécu pendant des années dans sa péniche vers San Francisco. À Sacramento, ils ont refait du Sacramento. Ils ont tous fait des bateaux habitables sur l'eau. Donc le premier rapport que j'ai avec moi, parce que je trouve que l'éveil est une source d'information que tu vas intérioriser. Et la nuit, effectivement, il va y avoir des combinaisons de rêves, de
cauchemars qui peuvent, on va dire, se combiner en fonction de comment tu t'es, comment dirais-je, à véhiculer ta journée d'éveil, parce que l'éveil c'est une chose, et quand tu dors, c'en est une autre. Mais ça n'empêche pas que la première chose que je fais pour revenir en fait le premier contact que j'ai avec la vie quand je me réveille, c'est la nature. Oui. Donc pour revenir à la question, je reprends contact avec la vie grâce à la nature. Mais par exemple, effectivement, le cas des péniches est intéressant, parce que c'est quelque chose qui utilise la nature. Mais c'est pas la nature. C'est une... À un moment donné, l'homme a compris qu'il pouvait se servir de la dynamique fluviale pour se déplacer. Dans des canaux. Ça. Non, mais même fluvial, pas forcément un canal. Là, en l'occurrence, c'est un canal, ça pourrait être un fleuve aussi. Donc, il a appris à utiliser le monde fluvial, le monde aquatique, pour se déplacer. Ce qui n'est pas la vocation première du monde aquatique. C'est l'homme qui lui a conféré une signification qu'il n'avait pas forcément en lui-même. De même que les astres n'ont pas forcément de signification a priori à s'intéresser à nous et à marquer notre temps. Ce ne sont pas forcément des marqueurs de temps qui sont faits pour l'homme, mais l'homme les utilise comme ça. Ça lui permet d'avoir quelque part une contre-analyse sur un espace-temps qui est illimité, cher monsieur. C'est-à-dire que là, les étoiles, Neptune, Mars, ça fait des milliards, on ne sait pas combien, on ne peut pas les dater leur temps. Que nous, on a un espace-temps très limité sur l'échelle d'une vie, ou ne serait-ce que sur l'échelle d'un peuple. Il y a eu comment dirais-je, l'homme des cavernes, après ça a duré 500 000 années, après il y a eu l'homme des Néandertal, etc. Les astres, en fait, chaque génération d'hommes et de femmes se sont toujours reliés aux étoiles, parce que quand tu dors, moi je vois les étoiles de mon bateau, je viterai partout, je vois la lune, je la vois se déplacer, je vois qu'elle bouge dans la nuit, je me réveille, si je suis un peu réveillé, paf, je vois qu'elle a changé, donc je suis beaucoup plus connecté en fait à ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Et de par ma vie, on va dire, qui me permet de vivre au contact de la nature. L'homme, il s'est de plus en plus, on va dire, barricadé dans des trucs. Moi, je peux plus dormir dans un appartement. Tu peux plus me faire dormir. Si jamais je sens, je peux pas aller boire un. Tu vois, je viens ici, souvent ici, parce que ici, j'ai la lumière. Dès que tu m'enfermes dans un truc, je deviens pas claustro, mais je me sens pas bien. Donc l'homme s'étant coupé de ses fondamentaux pas telluriques, cosmiques, parce que le tellurique il est en dessous de nos pieds. Les énergies telluriques elles sont là, c'est une vibration, on va dire, permanente, et il y a l'énergie cosmique. Et comme tu disais, en fait, l'homme il essaye de combiner dans ces espaces qui sait qu'il est là, on va dire, de manière très peu de temps, quoi. Moi, c'est Aleister Crowley qui disait chaque homme et chaque femme est une étoile. Et il y a beaucoup dans des mythes, chez les Inuits, je ne me rappelle plus où, qu'ils pensent qu'à partir de la mort, un homme et une femme devient une étoile. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a tant d'étoiles dans le ciel, parce qu'on ne peut pas les énumérer, parce qu'il y a des étoiles dans au-delà de notre galaxie. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de limitation. Donc c'est énorme. J'expliquais ça à ma fille ce week-end, elle me disait, papa, où il s'arrête l'espace. Mais je lui dis, l'espace, c'est infini. Donc ce n'est pas défini. Et nous, on essaye de nous faire, on va dire, on nous a comment dirais-je, conditionnés à avoir des espaces-temps, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la retraite et la mort. On croit que c'est très réduit tout ça. Mais parce que, en fait,
un type comme Auguste Blanqui, qui était un anarchiste il y a plus d'un siècle, il a été mis en prison, et dans sa prison, il a réfléchi, il connaissait bien les sciences. Et il savait qu'il y avait un certain nombre de corps simples. À l'époque, c'était 70-80, aujourd'hui c'est 100-120. Enfin, c'est un certain nombre de corps simples définis. Et c'est par rapport à tous ces corps simples que tout existe, quoi. Par rapport à toutes les situations, tous les corps, tout existe. Toute la matière. Et alors il s'est dit, mais alors quand même, par rapport à un espace infini, si on projette ce nombre de corps simples, fatalement, il va être fini. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des situations et des situations qui vont recommencer exactement à l'infini. Donc, aussi bien on est là en train de parler, mais aussi bien on est là bien au-delà des galaxies. Et pas simplement notre petit système solaire. On est bien au-delà des galaxies, on est aussi en train de parler de la même manière. Et avec un corps fini de corps simple, il y a un espace infini. Et alors, mais alors là, c'est inimaginable pour l'esprit. Voilà, c'est là. C'est inimaginable à tel point que c'est peut-être pour ça que Nietzsche a pensé à l'éternel retour des choses, l'éternel retour de toute la situation que l'on vit maintenant peut exister dans plusieurs galaxies. Scientifiquement parlant, c'est plausible. Non mais ça c'est déjà, on va dire, c'est réservé en fait à très peu. Alors là ça demande, on va dire, une imagination qui est illimitée. Mais il a pensé ça en prison, évidemment, il est enfermé. Brusquement, il voit à travers les bras tout l'infini et il pense qu'effectivement, notre situation définie fatalement va se réitérer. Et alors, donc c'est l'éternel retour de Nietzsche. Fatalement. C'est extraordinaire, quoi, à la fin du 19e siècle. Et depuis, tout le monde a oublié ça, tout le monde s'en fout, on n'a rien à foutre. Parce que ce qui compte, c'est. Voilà, c'est là, c'est ça. Voilà. Bon. Ouais, les gens, ils ont besoin de s'ancrer aussi dans quelque chose où la masse, on va dire, définie comme mode de fonctionnement. Les individus fonctionnent de manière binaire aujourd'hui. Nous, on parle, on se connaît pas. Dans une autre vie, on s'est déjà capté, on a déjà eu le même peut-être mais seulement on n'a pas le souvenir. On n'a pas le souvenir, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on est suffisamment, on va dire, notre imagination est suffisamment. La mémoire est désagrégée. Voilà. La mémoire profonde, qui en général c'est une mémoire minable, qu'on a des petites choses, mais la mémoire profonde, on ne se souvient de rien. On ne se souvient même pas que l'on est né. Sri Nidagardata Maharaj, il disait, mais on est tous nés par oui dire. On est né par oui dire. On ne sait même pas. On se souvient vaguement à 5-6 ans, mais avant, on se souvient de rien. Et on trouve ça normal. C'est ça le pire, c'est qu'on trouve ça normal. Qu'on trouve pas ça normal quand on se repose des questions, ce serait bien, ce serait normal. Non, mais on trouve ça normal, ben on se souvient pas, c'est pas grave. Mais alors, et pourtant, nous, en astrologie, c'est important la naissance. Bah oui, c'est à partir de là que et on ne sait même pas quand est-ce qu'on est. C'est à partir de là qu'on définit en fait. Tu te rends compte quoi? Mais c'est vraiment. C'est la base, non? C'est la base. C'est vraiment l'oubli total. C'est encore pire que la blague marseillaise. Marseillaise, c'est pour ça. Ici, il n'y a pas beaucoup de galéjanes. Le physique, par exemple, il vaut mieux avoir la maladie de Parkinson que la maladie d'Alzheimer. Parce qu'avec la maladie de Parkinson, tu peux renverser un peu ton pastaga, et avec la maladie d'Alzheimer, tu oublies de le boire. C'est grave. On a des oublis profonds, et en plus on trouve ça normal. C'est pas du tout normal. On a parce que la vitesse. Il faut réactualiser les oui, il faut la réactualiser parce que la vitesse aujourd'hui, proportionnelle, on va dire, au temps qu'on a fixé en fait une vie humaine, a été définie aujourd'hui. Qu'avant, on va dire, c'était pas quelque chose.
il y a des milliers ou des centaines de milliers d'années, c'était pas aussi important. Aujourd'hui, c'est important que l'individu, en fait, à tel âge il ait réalisé ça, à quel autre âge il ait réalisé ça, et à tel. C'est comment dirais-je, cadré, organisé, stigmatisé. Alors que nous, moi je me considère pas comme quelqu'un d'immortel, mais je me dis après tout, quand je vois, je me dis ce qu'il y a au-dessus de ma tête, et quand je vois ce que je vis à l'intérieur de mon corps, pourquoi mon corps n'aurait pas en fait la possibilité de se réincarner, de revenir ici? Oui, mais ce serait plus toi. Et il faut quand même bien comprendre que le gros problème et la grosse incompréhension des Occidentaux, ça a été de croire que par le biais de la réincarnation chez les Orientaux, quoi qu'il était, hein, c'était un peu chez Pythagore quand même, eh bien, que l'on allait revenir dans une vie et un corps nous-mêmes et qu'on allait être encore mieux. Et c'est exactement le contraire. Chez les Orientaux, c'est exactement le contraire. Il faut non seulement... il ne s'agit pas de revivre ce que l'on a été, mais il s'agit de s'en sortir et de se libérer de ce que l'on a été. Donc il faut sortir de la roue de la vie. La roue de la vie où tournent les dieux, les déesses, les fantômes, les démons. Tout le monde tourne. Et c'est Yama Pluton, Yama Pluton qui fait tourner la vie. N'est-ce pas, Jacques Albron, qui me suit pas là, tu vois, Pluton. C'est Pluton qui fait tourner la roue de la vie. C'est le dieu de la mort, le dieu des enfers, qui fait tourner la roue de la vie infernale. Il faut s'en libérer. Il ne s'agit pas de se réincarner, enfin, de se protéger et de recommencer sa petite vie, mais un peu mieux qu'avant, et pourvu que je ne devienne pas un animal, et que je sois encore mieux qu'aujourd'hui. C'est exactement le contraire pour l'Orient. Et les Occidentaux, eux, ils voudraient continuer cette route de la vie, mais encore mieux, à chaque fois encore mieux. Pour mieux se glorifier. C'est exactement le contraire en Orient. Donc c'est très mal compris à cause des théosophes de la fin du 19e siècle, de Blavatsky, qui n'ont pas compris. Tu vas nous parler un petit peu de René Guénon. René Guénon, il s'intéresse beaucoup à ces questions-là, mais il a quand même une approche critique. Oui, heureusement qu'il y a une approche critique vis-à-vis de ce réincarnationnisme. Parce qu'avec les ismes... Même par rapport à la tradition, il se pose des questions sur le maintien et la perpétuation de cette tradition. Non, il y a tradition, il y a traditionnalisme. Alors il y a des tas de gens qui se réfèrent à Guénon et qui sont des guénonistes, c'est-à-dire qu'ils sont plus royalistes que le roi et ils sont bien pires que lui. Donc, vous connaissez René Guénon, Jean-Jacques? Vous pouvez resituer le personnage de Guénon pour nos amis? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, au début du XXe siècle, essayé de faire du ballet dans toute la tradition occultiste. Je connais René Girard, mais je connais pas. Oui, c'est pas la même époque. Non. Et pour qu'il y ait quand même quelque chose de nouveau qui apparaisse. Mais qu'il ne soit pas réduit par des gens réduits eux-mêmes, des abrutis. Mais c'est vrai que quand il y a une majorité d'abrutis, il peut y avoir qu'après la démocratie. Il y a plein d'abrutis qui votent et donc ceux qui sont élus, ils sont encore plus abrutis que les autres. Mais je veux dire, c'est normal, quoi, ça fait partie d'une tranche d'abrutis. Il y a des moutons de Panurge. C'est la majorité. Au jour d'aujourd'hui, la question c'est est-ce que l'astrologie peut apporter, on va dire, des réponses à un déconditionnement matériel? Est-ce que l'astrologie va... Est-ce que vous êtes philosophe? Je suis un poète de... Le Graal, t'as trouvé un poète du poème philosophal. Mais c'est dans les montagnes et c'est chiant et c'est pas facile d'ailleurs parce que je risque de voler sans arrêt avec tous les connards qui foutent le feu partout en ce moment, comme ça se fait dans les Pyrénées en général et l'Ariège en particulier, les écobières sauvages et tout, dont on ne sait même pas ce que ça veut dire. Janson, tu connais Janson?
Soum, c'est un nom ariégeois en tout cas. Hein. C'est un professeur à la fac en fait, en sociologie, etc. Il a à peu près ton âge par là. C'est un des premiers autoconstructeurs en fait dans les Pyrénées. Autoconstructeur dans les maisons. Voilà. Sans permis de construire, sans permis de construire, etc. Ouais, j'ai retapé une grange dans les années 80. Ouais. J'ai vécu 15 ans à la lampe à pétrole. J'ai eu des milliers de livres. Et là, je suis allé à Toulouse. Alors, faire un bilan de santé, comme ça, quand même, pour savoir. Ils m'en voulaient presque parce que je porte pas de lunettes. Normal, à 64 ans, vous devez avoir des lunettes. Alors, à un moment donné, à un œil, parce qu'avec de loin, j'avais la moyenne. Donc, ça sur les études, on ne répondra pas de la même manière, c'est ça qui est intéressant. De loin, On peut interroger le panel. Moi, je m'en suis rendu compte. Panel. Oui. J'ai quelques problèmes, c'est que j'ai reçu. Sur ce point-là, c'est intéressant, c'est les réponses. Je sens, là, de loin. Par contre, de La près, réponse de c'est chacun. C'est ça qui nous intéresse. toujours des lunettes. Poser Après, ils ont mis mes questions. dents. Alors, les dentitions, pareil. Confronté à un Voilà, ensemble. parce que la confrontation, pour moi, est derrière des Pourquoi j'ai mis un dentier, on l'a fait très, moi, j'ai bien vu. Donc, j'ai un ami, Il considère que déjà l'astrologie l'escalier. un peu avant les bœufs. C'est-à-dire que déjà les preuves sont résolues. L'astrologie est déjà une, elle a déjà trouvé sa voie, donc par conséquent, il n'y a pas besoin d'en discuter. Alors que moi je considère au contraire qu'elle se cherche l'astrologie. Elle est en mouvance toujours encore. J'ai même j'ai sorti un peu de son créneau. Elle est en remise en question. Oui, alors que lui, pour lui, c'est quelque chose qui est acquis. C'est la vision de Bachmann. Moi, je peux pas. Là, c'est l'astrologie, voilà. J'avais même fait tout un système électrique, mais Elle peut surtout évacuer des choses qu'elle a pu acquérir par erreur. Elle a pu aussi des savoirs qui ont pu se déformer, qui ont pu se distordre, qui ont pu se perdre. Donc lui, il considère que voilà, l'astrologie, on sait ce que c'est, elle est là, il la connaît. Individuel, parce qu'on est dans une société où on nous dit soyez citoyens, voyez la planète comme quelque chose de global, pensez, on va dire, au futur. Alors qu'on sait qu'il y a des. c'est plus le chaos que le cosmos. C'est carrément. Mais bien sûr! Alors Et on a asséché les. Je veux dire, on a pompé toutes les richesses du sol. Oui, non, mais c'est. La seule chose qui nous. Tout est appauvri à cause de l'obsession du rendement. Et du pouvoir de comment dirais-je, sur la matière. L'homme, il veut avoir le dernier mot sur la matrice. Ah, ben il l'aura, puisqu'il va mourir. Le dernier mot, il l'aura. Alors que si la matrice, tu la laisses opérer, on va dire naturellement, mais elle t'offre des Qu'est-ce joyaux. que vous avez appelé la matrice? On n'a peut-être pas suivi. La matrice, c'est tout ce que l'homme a pompé C'est la matière. C'est la matière. La matière, je sais pas de l'orosa ou pas, mais la matière. Hein. La matière, ouais. Est-ce que l'homme a pompé, oui, vous Le disiez? charbon, le pétrole, les énergies fossiles, les poissons dans l'océan pour donner à bouffer aux rouges. Tout ce qu'il y Ça va avait sur. continuer. Quand on pense que le thon rouge, ça y est, ils vont pouvoir complètement le bousiller. Moi, Les torrents, les fleuves qui détournent pour faire de l'énergie nucléaire avec des centrales hydrauliques, ou moins le nucléaire, tout ça. Je veux dire, il a quelque part essayé, il n'a pas été sage, l'homme contemporain, occidental. Il a, quelque part, il s'est imposé d'être Dionysos, quoi, le dieu de la. Si c'était Dionysos, ce serait merveilleux, ce serait Bacchus. On pourrait boire sans arrêt, ce qui est difficilement le cas. Produire. Il faut carburer quand même. Produire sans. Et ça, c'est le rendement. Tu parlais de choses globales. En fait, il y a une différence entre le global et le total. Dans le global, il y a une apparence circulaire, il y a un vécu circulaire des choses. Dans un total, il y a une addition de choses. Là, on est dans le total. En fait. Il faut additionner, voilà. il faut cumuler le. Dans le total,
tout est compté. Et dans le global, tout compte. C'est exactement l'inverse. C'est totalement opposé. Mais bon, la plupart des gens de pouvoir, qu'ils soient de gauche, de droite ou de milieu, ils sont tous pareils. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est le total. D'où l'esprit totalitaire. C'est pas le global. Aujourd'hui, le symptôme, on va dire, tous les dysfonctionnements mentaux, parce que moi je m'intéresse aussi à la psychiatrie, c'est que s'il y a autant il y en a de plus en plus des mecs qui choisissent. Oui, mais j'en connaissais un qui est mort aujourd'hui, un poète, Daniel Fabre. Il était à la clinique de la Borde de Guattari, là. Et il avait été content d'être soutenu, aidé Je veux dire, tu baisses. Aujourd'hui, s'il n'est pas solide, psychiquement, physiquement, pas évident. Hein. Et tu regardes ce que l'avenir nous réserve, là, on a quand même, il y a du gâchis quand même. Non, mais quand on est dans le rendement pour le rendement, là on parlait, ça peut être le rendement, l'agriculture, comment la pêche. Tu vois, ils ont accepté au niveau mondial que le thon rouge continue à être vendu aux Japonais. Alors,